Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire EDB. Nous allons attendre on va dire peut-être 1 ou 2 minutes additionnelles de manière à ce que les retardataires puissent éventuellement nous rejoindre. Et donc, nous allons commencer ce webinaire d'ici à peu près 1 à 2 petites minutes maximum. Merci beaucoup pour votre patience. Très bien. Bonjour à tous. Mon nom est Vincent Pajot, je suis Managing Director chez EDB pour l'Europe du Sud. Donc j'ai le plaisir effectivement de démarrer ce webinaire. Et tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier encore pour avoir répondu nombreux à cette invitation. Pour, vous l'avez vu, un webinaire qui effectivement va traiter exclusivement et d'un point de vue technique de tous les aspects relatifs à la sécurité au sens large du terme et vous expliquer effectivement d'une manière peut-être beaucoup plus précise et beaucoup plus nette la proposition de valeur de EDB par rapport à toutes les questions relatives effectivement à la sécurité. Donc, je vais être assisté, ou plutôt Thomas Petit-Fils, Senior Sales Engineer chez EDB, va être effectivement votre interlocuteur principal durant tout ce webinaire et va animer cette session et sera effectivement la personne qui va fournir toutes les explications voulues. Donc, premier point peut-être à vous signaler, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la proposition de valeur EDB, bon nombre de sollicitations que nous recevons aujourd'hui de la part de nos clients ou prospects sont relatives et ont trait à la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu aujourd'hui faire effectivement ce webinaire. Et je pense que nombreux seront effectivement parmi vous les personnes qui auront probablement nécessité d'obtenir plus d'informations de notre part. Donc, le but de ce webinaire en termes d'agenda, va être le suivant. Vous allez effectivement rapidement avoir une introduction sur EDB, même si la finalité de ce séminaire est surtout de rentrer dans le vif du sujet immédiatement et de voir après les différents aspects relatifs à la sécurité, les recommandations et un certain nombre effectivement de concepts majeurs dans l'offre, notamment dans l'offre EDB plus généralement relative à la sécurité pour tout ce qui concerne l'authentification, autorisation, auditing, etc. Et on terminera par une session de questions et réponses qui seront animées par Thomas et par moi. Donc, peut-être en 1 petite minute, en guise d'introduction, pour les personnes qui aujourd'hui n'auraient pas forcément une connaissance de qui nous sommes et de DB, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que DB, nous sommes éditeurs de logiciels. C'est une société américaine basée près de Boston qui a maintenant près de 14-15 années d'existence et qui se positionne, je pense que c'est le premier point peut-être à retenir, comme le contributeur le plus important dans la sphère et dans l'écosystème PostgreSQL. Ce qu'il faut bien voir, c'est que même si effectivement, en tant qu'éditeur, on va dire privé, notre mission est de vendre un certain nombre de solutions, il faut bien voir que peut-être 30 à 40% du code aujourd'hui développé par EDB est généralement reversé et proposé à titre gracieux à la communauté. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on se positionne comme on revendique effectivement ce statut aujourd'hui de contributeur principal. Le deuxième point, c'est que certains d'entre vous savent peut-être que EDB a acquis récemment la société Second Quadrant, pour différentes raisons d'ailleurs, des raisons à la fois, on va dire, principalement relatives à la complémentarité entre nos deux sociétés et relatives effectivement aussi à la complémentarité de nos deux portfolios. Donc, l'agrégat de Second Quadrant et de EDB fait qu'aujourd'hui, on se positionne, on pense, comme l'un des acteurs majeurs de l'écosystème Postgre.
En termes de base installée aujourd'hui, alors les chiffres ont substantiellement augmenté par rapport à ce que vous pouvez voir à l'écran. On doit aujourd'hui être entre 6 à 7 000, je crois, clients en base installée. Donc, c'est sur une base installée, bien entendu, worldwide. Et qu'aujourd'hui, même si EDB avait pour vocation d'adresser les clients, on va dire enterprise ou grands comptes à l'heure actuelle, puisqu'on en revendique, on va dire, sur les Fortune 500, il y en a à peu près, on va dire 25% qui sont déjà clients EDB. Notre offre s'adresse aussi à des sociétés de taille intermédiaire ou de taille plus petite. Donc, n'allez pas penser que EDB est exclusivement réservé aux grands groupes internationaux. Donc, comme je vous le disais, la société a plus de 15 ans d'existence, plus de 10 années consécutives à générer donc, de la croissance systématique on va dire, d'un trimestre sur l'autre. Donc, société extrêmement saine en termes de stabilité financière. Comme je vous le disais, fondée en 2004 et à l'heure actuelle, avec l'acquisition de Second Quadrant, un effectif worldwide qui doit se situer à peu près aux environs de 600 employés worldwide, avec la volonté pour EDB d'embaucher un peu plus de 300 personnes cette année. Dernier point sur la droite qui effectivement intéresse bon nombre d'entre vous. Alors on le précise parce qu'on en tire une certaine fierté. Depuis plusieurs années consécutives, EDB est partie prenante et apparaît dans le Magic Quadrant de Gartner. Donc on l'a été donc, ces dernières années. Comme vous pouvez le voir, on apparaît à l'heure actuelle comme société faisant partie donc, comment dire, du carré supérieur gauche de ce Magic Quadrant, donc, comme les challengers, avec de sociétés qui ne sont pas des moindres, hein. Et comme vous pouvez le voir, pourquoi on en tire une certaine fierté, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même comparé, ou dans ce carré magique, à un certain nombre de sociétés qui ne sont pas des moindres, comme Oracle, je ne vais pas toutes vous les citer, mais vous le voyez à l'écran, Oracle, SAP, Microsoft, Amazon et autres. Donc, c'est vrai que quelque part, comparé à ces gens-là, on fait peut-être office de petit poussé, mais c'est une reconnaissance de facto de la proposition de valeur et de la crédibilité technique de DB dans cet environnement. Dernier point pour la partie inférieure droite de cette slide, IBM. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'esprit, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, IBM, notamment pour toutes ses offres relatives aux solutions en environnement open source pour les bases de données, a un accord aujourd'hui technologique avec EDB et que dans bien des cas, les recommandations et propositions faites par IBM portent sur le produit EDB. Voilà en ce qui concerne effectivement cette courte introduction. Je vais passer maintenant la main à Thomas Petit-Fils qui va vous expliquer effectivement, ou mettre en exergue comment dire, la particularité de DB par rapport à la communauté Postgre et va vous expliquer en quoi il y a on va dire, il y a un partenariat très étroit entre la communauté Postgre et EDB. Merci Vincent. Déjà, en préambule, si vous avez des questions, des remarques, vous avez à disposition sur Zoom une fenêtre chat où j'ai déjà un peu conversé avec vous. Mais si vous avez des questions, vous avez aussi un système de questions-réponses. Donc, si vous pouvez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'utiliser. Comme ça nous permet de les suivre un peu plus facilement au fur et à mesure de l'avancée du webinaire. Donc, comme on le disait Vincent, juste pour commencer, parce que le webinaire va être autour de la sécurité Postgres de manière générale, il y aura bien sûr des différenciateurs entre Postgres et EDB, mais malgré tout, je voulais commencer déjà par ce petit slide qui, donc, comme le disait Vincent, est une de nos fiertés, sur le principe que EDB aujourd'hui travaille très étroitement avec la communauté sur tous les aspects technologiques, dont la sécurité. Aujourd'hui, il y a de nombreux sujets très importants comme l'encryption at rest, l'encryption de manière générale, on va y revenir plus en détail. Mais aujourd'hui, c'est des sujets qu'on travaille, nous, côté EDB, mais qu'on travaille aussi avec la communauté. Notamment, ce webinaire a été fait initialement en anglais aux États-Unis par DevPage. DevPage est un membre officiel de la core team Postgres et donc est un employé EDB. Et donc, ce lien-là qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a des failles de sécurité, notamment, on a un travail très, très proche pour faire en sorte de livrer ces fixes, ces correctifs, aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau, bien entendu, enterprise, avec des SLA, des SLO que donc UDB est capable d'apporter à ses clients, en plus de ce que fait la communauté. Rentrons donc dans le vif du sujet au niveau de tout l'aspect sécurité. Il y a un ensemble relativement vaste de différents sujets, notamment tout ce qui va être en plus proche de la corruption de données, les pertes des accès, notamment vous perdez les accès parce qu'il y a une carte réseau qui a été corrompue, parce que quelqu'un a changé les mots de passe, parce qu'il a réussi à se connecter, etc. On ne va pas forcément se focaliser sur ces aspects-là aujourd'hui de manière très détaillée. On va se focaliser sur la partie gauche
tout ce qui va être au niveau notamment de l'autorisation des accès et donc tout ce qui va être quelqu'un qui s'est connecté sans autorisation en ayant réussi à tromper le système et potentiellement ce qu'il a réussi à faire qui n'était donc pas autorisé à faire. Classiquement, c'est ce qu'on va appeler une brèche au niveau des données elles-mêmes et que donc on va faire un focus là-dessus. De manière générale, on va commencer par vraiment quelque chose relativement high level. On va aller très très technique après, ne vous en faites pas. Mais je voulais d'abord faire ce petit focus relativement haut niveau. On parlait de cet aspect patching, sécurité, etc. C'est vraiment quelque chose d'important. Souvent, les entreprises aujourd'hui qui ont l'habitude d'un mode on-premise et donc de faire potentiellement, nous on a des clients aujourd'hui qui viennent nous voir qui sont encore en Postgres 9.4, 9.5, qui ne sont même plus supportés. Et là, ils se retrouvent à nous dire, oui, potentiellement, il y a des failles de sécurité qui n'ont pas été corrigées. Oui, c'est normal. C'est aujourd'hui, Postgres, c'est une version majeure par an. C'est des versions mineures entre 2 et 3 mois. On va se retrouver ici avec quelque chose de dynamique. C'est voulu. C'est une volonté malgré tout des clients qui a des contreparties. Il faut faire des tests de non-régression, il faut maintenir à jour, etc., ces versions en fonction, mais il faut le faire. C'est la base, mais croyez-moi qu'on a beaucoup de clients aujourd'hui qui ne le font pas. Et à ce niveau-là, je veux aussi rajouter aujourd'hui un autre phénomène de mode qui va être tout ce qui est lié au cloud. Aujourd'hui, les cloud providers font que dans leur contrat, généralement, ils n'ont pas une obligation de vous maintenir sur les dernières versions des bases de données. On va se retrouver avec des versions 11, etc. Et donc, dès lors, tout ce qui va être de la même manière, patching de sécurité et aussi ajout de nouvelles fonctionnalités pour assurer cette sécurité, cette intégrité des données, ce n'est pas une obligation. Et donc, vous êtes obligé de vous limiter à la version que eux vous proposent. Et donc, c'est pour nous relativement important qu'il y ait un challenge qui soit mis à ces niveaux-là pour faire en sorte que les versions majeures, à minima, soient suivies pour assurer cette qualité de service, parce que finalement, Postgres elle-même est relativement sécurisée. Mais si on a 2 ans de retard, parce que si aujourd'hui un client est en 11, il a 2 ans de retard sur la version actuelle qui est la 13. Donc voilà, ça peut sembler très basique comme entrée en matière, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui sur de très très grandes entreprises qui sont sur des versions, voilà, je disais 9.4, je crois que c'est le pire que j'ai vu. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. On parlait du cloud, mais de manière générale, ça s'attache un petit peu à tous les sujets. C'est quelque chose qu'on voit notamment justement sur ces accès distants, notamment avec le Covid-19, où les habitudes ont dû changer et il a été nécessaire d'ouvrir des accès, notamment sur Internet. Et le Postmaster, qui est le process donc, lié à votre base Postgres, aujourd'hui, donc, qui utilise un port lui-même, on s'est rendu compte que des DBA, pour justement pouvoir l'administrer à distance relativement simplement, ont directement mis sur Internet le Postmaster. Et aujourd'hui, vous avez des robots, des sniffers qui sont capables d'aller étudier les ports qui sont ouverts, etc. et de potentiellement trouver votre accès au Postmaster. Donc, petite entrée en matière, mais ça reste quelque chose de relativement basique. Et plus global, donc là, on parle de la base de données elle-même, le port 5432 généralement utilisé. C'est pareil, il faut l'isoler d'Internet, ça c'est une certitude, mais aussi l'isoler au niveau du trafic interne. C'est quelque chose que aujourd'hui, maintenant, toute entreprise a un firewall généralement sur sa couche Internet, en interne aussi. C'est quelque chose où vous devez normalement avoir un firewall entre vos applications clients et vos bases de données et faire en sorte que vos bases de données soient relativement isolées les unes des autres. Vous créez des domaines, etc. Mais c'est quelque chose aujourd'hui que les gens ignorent. Moi, il y a une dizaine d'années de ça, j'avais toujours un firewall entre des applications clients et des bases de données. C'est quelque chose qui a tendance à un peu disparaître et qui pourtant, c'est l'un des principes de base qui n'est même pas lié qu'à Postgres. C'est vraiment une recommandation générale de penser à isoler un minimum vos bases de données parce que c'est là que vous allez avoir les datas, c'est là que vous allez avoir les noms, les numéros de carte bancaire, etc. Et donc, ça reste très important au niveau du réseau de travailler avec les équipes réseau pour ce genre d'isolation.
Principe de base, donc pareil, qui n'est pas lié qu'à Postgres, mais qui est lié à toutes les bases de données, c'est vraiment le fait de donner un minimum d'accès aux utilisateurs que vous allez créer. C'est quelque chose qu'on voit, c'est un DBA, faute de ressources, faute de temps ou autre. Il va donner un maximum d'accès, peut-être qu'en lecture, mais souvent un DBA ou un administrateur de manière générale, c'est soit des droits de lecture, soit des droits d'écriture. Une base de données, ça fait beaucoup plus de choses. Ça a des droits d'exécution sur des triggers, des droits de création sur des index, etc., etc. Et tous ces accès-là, aujourd'hui, il ne faut pas les donner de manière trop directe parce que cela peut créer des failles de sécurité. On va en voir une ou deux par la suite du webinaire. Mais donc, de manière globale, c'est bien cet aspect de se dire un utilisateur, s'il a besoin de voir une ou deux tables, on lui donne les accès à ces tables-là. On ne lui donne déjà pas les accès de lecture sur tout un schéma. Principe de base, mais qui a son importance, on le reverra un tout petit peu plus loin. De la même manière, là, on retombe un peu plus niveau système. Tous les accès à des fichiers, donc classiquement le PostgreSQL.conf, qui lui est relativement sécurisé en général, mais le PGHBA.conf, qui donc lui est la question notamment des accès qui sont donnés, donc la capacité de dire à la base Postgres, telle personne ou telle personne a le droit de se connecter de telle ou telle manière, on se rend compte que souvent, euh, l'accès est relativement global. Pourtant, c'est l'une des forces de Postgres d'offrir cette flexibilité de définir un niveau d'authentification natif avec ce fichier-là. Et souvent, on se rend compte que pour des besoins, parce que quand j'ai une nouvelle application ou parce que notamment dans un monde Kubernetes où je vais avoir mes pods qui peuvent être sur différentes machines, et ben finalement, dans hbl.conf, on va gérer de manière totalement ouverte le fait de pouvoir rajouter de nouvelles adresses IP, etc à la connexion. Et donc, souvent, l'accès au pghba.conf est beaucoup moins sécurisé que le postgresql.conf. Et ça reste une faille de sécurité parce qu'à partir de là, si par exemple un utilisateur met étoile, ça veut dire que potentiellement, vous allez avoir toutes les IP, toutes les machines, ou voire tous les utilisateurs qui pourront se connecter. Après, il y aura d'autres niveaux de sécurité, mais ça reste que c'est une pratique qu'on déconseille fortement chez EDB. Dernier point donc, qui est lié en partie au pghba.conf, c'est tous les aspects Postgres permet de se connecter notamment avec les user systems. Il y a un lien entre la connexion système, enfin le user system et le user base de données. C'est pareil, donc quand vous installez une base Postgres, il y a un user Postgres qui est créé nativement, qui a tous les droits sur la base de données. L'idée, c'est que si cet user-là, il ne faut pas que quelqu'un puisse s'y connecter nativement en SSH, parce que s'il peut se connecter en SSH avec ce user, donc il y a déjà le port 22 qui sera accessible, derrière, il va avoir un accès intégral à toute la base, et quelle que soit la configuration au niveau des users, des profiles, etc., que vous allez mettre en place, il sera connecté en plusieurs users, donc il aura tous les accès. Donc, le user, notamment PostgreSQL système, ne doit pas être utilisé comme un user login au niveau de vos configurations SSH notamment. Vous devez interdire le login via cet utilisateur. Vous aurez des users nominatifs, etc. pour vos exploitants de prod qui pourront faire un sudo sur le user Postgres, bien entendu, mais pas un accès direct. Voilà, et donc pour revenir, donc c'est ce que je vous disais, chacun doit avoir son login, etc. C'est basique, je ne vais pas forcément m'étendre sur celle-là, j'en ai déjà bien parlé, mais bien entendu, chaque utilisateur doit avoir son login aussi bien côté développeur, etc., que bien entendu côté applicatif. Ça, on va y revenir beaucoup plus en détail un peu plus loin. C'est la même chose que je vous disais, c'est dans un monde où on a des bases de données qui sont maintenant accédées par un nombre important d'applications. Souvent, on va laisser la gestion de l'authentification et de l'autorisation à l'application front-end. J'ai des cas où des clients, par exemple, vont plugger un Active Directory directement en frontal de l'application client et veulent que l'authentification aille jusqu'à la base. Ça marche relativement bien, on va le voir un peu plus loin, tout ce qui est SSO, etc. Mais ça ne doit pas être non plus une valeur absolue parce que c'est-à-dire quand même que vous créez un point potentiel une brèche de sécurité si l'application client sur laquelle le DBA n'a pas la main, si elle, à un moment, vous ne pouvez plus la garantir, vous ne garantirez plus la sécurité de votre base. Et aujourd'hui, quoi qu'il advienne, la sécurité, le critère de sécurité d'une application n'est pas le même que le critère de sécurité d'une base de données. Vos data, elles sont dans la base. Quelqu'un qui a accès à la data, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui arrive juste à exécuter un web service ou un service JSON depuis un service REST depuis un front-end. Donc, ce n'est vraiment pas les mêmes enjeux.
On peut s'y baser, ça peut servir. On a des architectures comme ça qui sont utilisées, mais ça ne doit pas être la seule chose sur laquelle vous vous basez quand on parle de sécurité d'une base. Dernier point qui peut sembler aussi un standard, avoir des backups. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui, un Postgres sait le faire, c'est bien le faire même, des backups. Avec EDB et autres outils, on peut faire de la sauvegarde incrémentale avec du point-in-time recovery. Mais surtout, toujours tester les sauvegardes. Si vous les compressez, etc., s'assurer que la compression fonctionne bien, s'assurer que si vous avez des grosses bases, quand vous faites un PRA, ça ne met pas 3 jours à être remonté, etc., etc. Ce n'est pas vraiment lié à la sécurité à proprement parler, mais c'est des recommandations. Aujourd'hui, j'ai des cas, on ne va pas citer les entreprises parce qu'elles ne sont pas forcément fières d'elles et pas forcément des EDB, mais où finalement, oui, j'ai un PRA, je dois switcher sur ma seconde instance et je veux faire récupérer mon backup. Finalement, j'ai perdu une partie de mes données parce que le dernier backup n'est pas consistant, parce que ma sauvegarde incrémentale n'a pas fonctionné, etc., parce que finalement, ça n'a pas été testé. Il y a quelques temps de ça, fin 2020, on a fait un webinar sur vraiment tous les aspects de sécurité, donc ce qu'on avait appelé le multi-layer of security. Je vais juste faire un rappel très très bref à ce niveau-là pour qu'on se repositionne bien dans le sujet. Donc bien entendu, on va repartir de nos fameuses bases de données, sur lesquels on va pouvoir avoir deux choses. Donc, l'accès, on va y reparler plus en détail, mais bien entendu, qui a le droit d'accéder à une table, à une vue, etc. Avec la notion de security barrière, on reviendra dessus. L'encryption des données elles-mêmes, donc avec des outils comme PG Crypto, etc., qui sont disponibles. La sécurisation, l'encryption des fichiers physiques eux-mêmes, on va y revenir plus en détail, avec donc des systèmes d'encryption qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Bien entendu, tout ça, il faut confier le management des clés à un système. Hein, ça peut sembler bête, hein, mais c'est comme perdre ses clés de voiture. Quand on perd les clés de nos bases de données, on se retrouve un peu idiot. Donc ça, on va y revenir sur tous ces aspects-là. Bien entendu, en frontal, on a la base de données en tant que système applicatif, sur lequel on va retrouver des fonctionnalités, donc à droite, SQL, de protection contre l'injection de code SQL. On va y revenir en détail avec un exemple. Data redaction, donc l'obfuscation de données, pareil, je vais y revenir beaucoup plus en détail avec des exemples. L'authentification, donc on a un peu parlé SSO, etc. Je reviendrai sur les différents types possibles. On va regarder tout ce qu'il y a dans le fichier PGHBA notamment. Et bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, tous les accès réseau, donc avec un firewall en frontal pour gérer un minimum ça, même si toutes les autres couches existent. Voilà. Pour nous, chez EDB, quand vraiment on rentre dans une logique de faire un security assessment avec nos équipes de PS notamment, on va reprendre vraiment tous ces aspects-là du début à la fin. Voilà, c'est OK, vous faites peut-être déjà le réseau qui est sécurisé, mais si vos fichiers ne sont pas sécurisés, ça reste que vous n'êtes pas complet au niveau de la sécurité. Après ça, on regarde un peu moins, mais bien entendu, il faut que votre host soit sécurisé. On parlait des accès SSH, notamment avec les user systems de la base de données. Donc voilà. Et alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la sécurisation d'un data center, ça peut sembler idiot, mais aujourd'hui, quand on prend un expert sécurité, c'est un expert sécurité au niveau système informatique. Voilà, c'est très très bête, mais de se dire qu'il faut quand même que le data center, personne ne puisse aller physiquement au data center et récupérer les disques durs. C'est aujourd'hui plus forcément en visibilité directe par IT, et pourtant ça reste un sujet important. Et on va le revoir un petit peu aussi, tout ce qui va être l'encryption in transit, notamment donc avec tout ce qui va être SSL au niveau de la connexion vers la base de données et donc les certificats client-serveur, etc. On va rentrer en détail là-dessus. Donc, comme je vous le disais, 3 focus aujourd'hui par rapport à toute cette architecture. L'accès à la base de données donc, en tant que système applicatif, l'accès aux données elles-mêmes, donc quelqu'un qui a réussi à se connecter, qui va avoir accès à l'intérieur de la base, qu'est-ce qu'il pourra récupérer, comment il pourra le récupérer, etc. Et donc, comment sécuriser ces données elles-mêmes, notamment avec les principes d'encryption. Le modèle AA1, donc ce n'est pas un modèle pour la base de données à proprement parler, c'est un framework, si on peut l'appeler comme ça, c'est un modèle donc, de sécurité
qui est intéressant à minima, voilà, il y a des résumés hein, sur le sujet, mais qui peut être intéressant pour n'importe quel DBA qui veut vraiment sécuriser des données ultra sensibles de santé, industrielle ou autre. Donc AAA pour authentification, autorisation et donc auditing. Donc on va revenir sur chacun de ces sujets-là de manière très spécifique. Donc, le premier, c'est l'authentification. Donc, l'authentification, c'est comment je peux m'assurer que la personne qui vient tenter sonner à ma porte, entre guillemets, est bien la personne qu'elle dit être. Comme je le disais initialement, le principal fonctionnalité qui est native à Postgres, c'est le fichier hba.conf. Le fichier hba.conf, vous allez le retrouver généralement dans le data directory de votre serveur. Donc, ça peut être en général, on va dire /etc/postgres, la version /mail. Le fichier il fonctionne sur un système relativement simple où vous avez plusieurs colonnes. Une, ça va être le nom de l'utilisateur, le nom de la base de données, la plage d'adresse IP d'où elle peut se connecter et le mode d'authentification. On va retrouver plusieurs modes d'authentification, notamment le Scrum, etc. On va y revenir après, les authentifications avec les user systems, comme je vous ai cité, etc. Mais c'est vraiment la pierre empirique de base de toute configuration de sécurité, parce que tout ce qui va en découler est configuré initialement dans ce fichier-là. Donc, c'est vraiment le fichier qu'il faut comprendre et être capable de maintenir très précisément. Et c'est ce que je vous disais initialement. Donc, il ne faut pas non plus que tout le monde y ait accès, parce que si vous dites que tout le monde doit se connecter en SSO, mais que finalement le fichier n'est pas sécurisé et quelqu'un peut rajouter une ligne dans le fichier, il va pouvoir créer une nouvelle entrée qui ne sera pas du SSO. Donc, voilà, c'est vraiment la base de toute l'authentification, ce fichier-là, qu'il est très important de connaître. Après, le mode de connexion qui, dans les entreprises, est le plus utilisé aujourd'hui, c'est tout ce qui va être au niveau de Kerberos et de JSS API, donc pour faire du SSO. Hein. Donc, pour rappel, le SSO, c'est Single Sign-On, donc qui désigne un système d'authentification qui permet à un utilisateur d'accéder à de nombreuses applications. C'est un système centralisé. C'est pour ça que dans les entreprises, on le trouve relativement fréquemment de plus en plus, même si ce n'est pas tout le temps utilisé au niveau des bases de données. C'est un système qui existe et c'est des demandes qu'on a quand même relativement régulièrement. Et donc, JSS API, qui est un service générique qui permet de gérer ces authentifications sécurisées et que donc on utilise en lien avec Kerberos pour assurer cette authentification SSO pour les bases de données. Donc, c'est vraiment le cas le plus communément admis. Et donc là, c'est pareil, c'est bien, enfin, ça a des fonctionnalités, notamment on va avoir des clients qui vont travailler avec des gouvernements, etc., où ils ont besoin de centraliser contractuellement tous les identifiants dans un seul système. Que ça soit pour les bases de données, pour le firewall, pour tout ce que vous voulez, tout doit être centralisé au même endroit, donc on est obligé de requérir à ce genre de mécanisme. Mais dès lors qu'on rajoute une couche, cette couche-là, elle peut avoir des failles elle-même. Et donc, c'est l'un des problèmes notamment de Kerberos, c'est que vous allez vous retrouver avec une partie des données donc, de connexion, donc vos users, etc., qui va se retrouver de base non encryptée, sauf si du coup, bien entendu, vous rajoutez votre couche donc SSL en plus, mais c'est pareil, c'est de la configuration, etc. Ce n'est pas juste le fait de faire du Kerberos qui va vous assurer d'être sécurisé au sens de l'authentification. Il va falloir rajouter au travers de JSS API notamment cette couche d'encryption des données parce que finalement la communication entre la base et Kerberos va nécessiter elle-même d'être encryptée. On va se retrouver sur du Windows, ça va être tout la même chose, ça va être SSPI à la place donc de Kerberos, mais ça va être exactement à la place de JSS API, pardon, mais ça va être exactement la même chose à gérer. Windows est un peu plus complexe, notamment parce qu'il va y avoir la question de la gestion des domaines. Si vous avez beaucoup de serveurs à gérer, souvent vous avez cette notion de domaine en plus derrière. Mais c'est totalement faisable. Comme je le disais, on l'a fait avec des connexions AD, etc. Donc, ça se gère totalement. Après, on va retrouver tout ce qui est un peu donc, autour des LDAP, notamment. La préconisation globale est de ne pas utiliser les LDAP. C'est vraiment si vous avez des systèmes, donc Kerberos n'est pas disponible. L'idée, c'est de ne pas se connecter directement au LDAP. Via Kerberos JSS API, on peut aller s'y connecter, mais l'idée, c'est de ne pas directement connecter le LDAP
à la base de données. Pourquoi? Parce que donc, comme c'est écrit, le problème, c'est que du coup, un peu, quand vous êtes avec Kerberos et GSS API, vous pouvez encrypter en SSL les identifiants de connexion. Si vous connectez le LDAP directement, bah, le problème, c'est qu'en fait, les informations qui vont être envoyées entre le LDAP et la base seront en clair. Et donc, ça va du coup, enfin, en clair, ne sont pas sécurisés comme avec du SSL du moins. Et du coup, à partir de là, ça peut vraiment créer une faille de sécurité relativement rapide, relativement facile à hacker à ce niveau-là. Radius, on n'en parle pas, c'est encore pire que LDAP en termes de niveau d'encryption. Donc voilà, honnêtement, ce n'est pas un sujet qu'on a encore aujourd'hui. Généralement, les clients sont quand même plus sur du LDAP et donc du Kerberos derrière quand on peut. La gestion des certificats, donc on en parlait, c'est si vous n'êtes pas dans cette logique d'avoir un LDAP, un AD, quelque chose de centralisé, l'autre solution communément admise, c'est la gestion des certificats. Donc généralement, vous allez quand même avoir une autorité de certification. Et là-dessus, Postgres nativement gère relativement bien toutes les notions avec les chaînes d'authentification, etc. Donc c'est l'aspect, vous avez votre autorité, vous créez un certificat serveur que vous allez mettre donc côté base de données, et à partir de là, vous allez pouvoir gérer vos certificats clients avec des expirations, avec qui a le droit de se connecter, depuis quelle adresse IP, etc. Voilà. Vous allez retrouver un peu ce que fait le HBA.conf, mais avec toute la sécurité qu'apporte le TLS au niveau des certificats. Et donc, c'est vrai qu'en général, on va dire qu'au niveau des entreprises, c'est la solution qu'on a tendance à le plus fouter, parce que vous allez vraiment avoir cette centralisation malgré tout de la chaîne de certification. Les méthodes classiques, user password, qui bien entendu, encore heureux, existent au niveau de Postgres. Postgres propose initialement le MD5 et le Scrum. MD5 qui était le système historique, on va dire, de Postgres, qui depuis 2-3 versions, depuis la 11, je ne sais plus 10 ou 11, a été remplacé par le Scrum. Ça n'a aucun impact à proprement parler sur sur la base en elle-même, et ça permet d'avoir des mots de passe qui sont beaucoup plus sécurisés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille à ce niveau-là à tous nos clients, de passer à minima leur authentification en Scrum s'ils sont en user password. C'est vraiment une grosse préconisation. Et quand on est dans ce mode-là, donc user password, on va se retrouver notamment avec une fonctionnalité en plus, donc là qui est apportée par la base Advance, c'est tout ce qui va être au niveau de la gestion des passwords. Parce que donc du coup, ces passwords-là, vous allez devoir les administrer du coup au niveau de la base, si vous n'utilisez pas les certificats ou du LDAP et autres. Donc à partir de là, EDB a développé dans sa version donc Advanced, donc dans sa base Postgres Advanced, cette notion de password profile. Ça va gérer tout ce qui est classiquement géré par d'autres systèmes, c'est-à-dire vous pouvez définir une politique, combien de mots, combien la longueur, est-ce que je dois mettre des caractères spéciaux, oui ou non, tous les combien je dois mettre à jour mon mot de passe, combien d'essais j'ai le droit de faire à travers le temps, etc. Voilà. C'est très proche de ce que va offrir Oracle aussi au niveau de la gestion des profils. Donc, c'est relativement classique. Hein. C'est comme quand vous avez un AD, vous tapez votre user client, bah, au bout d'un moment, si vous vous trompez trop de fois, vous êtes loqué, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on va créer donc, un profil et on va assigner des users, donc là c'est user, my user, à ce profil-là. Et donc, du coup, c'est ce qu'on voit à la fin. Donc, j'ai un username qui est associé à MyProfile. Donc, à partir de là, MyProfile, je peux donc lui définir, comme je vous le disais, combien de fois il a le droit. Donc là, l'exemple, c'est combien de fois il a le droit de se tromper et combien de temps il va être loqué si il échoue. Donc, pareil, il y a des tables de reporting qui vous permettent de savoir exactement où en sont vos utilisateurs, etc. Comme le ferait un AD, hein, relativement, on n'est pas. Donc là, my user, il a un accès et pour l'instant, il n'a jamais échoué à sa connexion. Et donc là, il essaye de se connecter. Donc, bien entendu, il reçoit un message d'erreur. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'automatiquement, on voit que donc, role fail login, la quatrième colonne du tableau, est incrémenté à 1.
Il continue, il se reproduit. Là, on lui dit, bah, par contre, le user est lock. Donc, il y a une date de lock. Et donc là, il y a plusieurs solutions. Soit on peut fixer une expiration. À partir d'un certain temps, il pourra à nouveau se reconnecter. Ou sinon, bien entendu, en utilisant les users admin qui ont les droits pour, on va avoir la capacité, avec une simple ligne de commande, de débloquer le compte. Donc, ça peut fonctionner. Généralement, c'est une fonctionnalité qui va plutôt être utilisée pour les clients. On va y revenir, mais notamment si vous avez une application front-end qui gère l'authentification, où on demande le user password, mais que c'est la base de données derrière qui doit répondre. Bah donc, du coup, c'est quand vous ne débloquez pas que la base, vous débloquez surtout le client qui a essayé de se connecter via son application ou à la base directement. Donc, l'idée, c'est si vous n'avez pas de LDAP, d'AD et que donc vous voulez quand même avoir cette finesse de gestion, aujourd'hui, EDB dans la base Advanced vous apporte vraiment le même niveau de fonctionnalité en termes d'administration, de configuration que les offriraient des systèmes plus complexes et plus onéreux, bien entendu. Donc là, on a parlé de l'autorisation, de l'authentification, pardon. Donc, d'être sûr que la personne qui essaie de se connecter est la bonne, que ce soit donc les certificats, les mots de passe, etc. Maintenant qu'on sait qui je suis, il est important de savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire dans ma base de données. Le classique, comme je le disais en introduction, c'est bien de s'assurer que la gestion des accès au niveau des tables, au niveau des vues, au niveau des triggers, au niveau des fonctions, soit gérée en partant du minimum. On donne le minimum de droits et on en rajoute au fur et à mesure. Postgres, comme toute base de données, va gérer un système de grant et de revoke, qui donc sont les commandes classiques qu'on peut appliquer sur des objets, mais qu'on peut aussi appliquer ensuite quand on est sur une table, qui a le droit d'insérer, qui a le droit d'updater, qui a le droit de faire des selects. Au niveau des procédures, qui a le droit d'exécuter une procédure, et on va y revenir un tout petit peu plus loin. Voilà, il y a toute cette gestion-là, elle est relativement fine. Avec la base Advanced, on va retrouver des catalogues comme on les a sur Oracle qui nous permettent d'avoir une vue résumé de qui a le droit de faire quoi. Mais de manière générale, encore une fois, le principe de donner à un utilisateur tous les droits de lecture sur toute une base, ça n'a jamais été une bonne pratique et ça ne le sera jamais, quel que soit le système qui est mis en place. Pour aller un tout petit peu plus loin quand même sur ce que je vous dis là, un ensemble de bonnes pratiques, donc relatives aussi à Postgres. Le premier, c'est relativement simple, hein. On en a déjà parlé, mais tout ce qui va être le droit de créer tout et n'importe quoi dans une base de données, ça n'a jamais été une bonne solution. Relativement, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. C'est peut-être en dev, mais après, dans les environnements plus hauts, c'est relativement bien cadré, mais c'est toujours la problématique de notre monde moderne, si je peux le dire comme ça, avec tout ce qui va être notamment DevOps, et où finalement, si on se retrouve avec des cas où, dans cette logique où le développeur doit pouvoir promouvoir d'un environnement à l'autre son schéma, et ben, du coup, on lui laisse les droits de create. Sauf que selon nous, ce n'est pas la meilleure solution à avoir. Il faut un process malgré tout à ce niveau-là pour ne pas se retrouver. Enfin, je me suis retrouvé avec des cas où il y avait des tables de tests de développeurs qui étaient en production parce qu'il avait le droit de les créer, donc il n'avait pas fait attention et ces petites tables de tests temporaires, elles se retrouvaient en production. Un sujet plus vaste, c'est tout ce qui va être lié au niveau de l'exécution, notamment de fonctions de triggers écrites dans différents langages. Postgres offre des fonctionnalités, notamment d'intégration avec du Python, avec du R, avec du Java plus classique, mais aussi même avec du SH classique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention parce que ça peut créer d'énormes failles de sécurité. Et donc, de base, il faut faire attention si vous ne voulez pas l'utiliser ou que vous savez que d'un point de vue applicatif, ce ne sera pas utilisé. C'est vraiment quelque chose de très important de les déclarer comme donc untrusted, c'est-à-dire ils ne doivent pas pouvoir être exécutés sur la base de données. Un autre sujet qui va être ce qu'on appelle le Security Definer et son équivalent qui est le Security Invoker. La logique, c'est que quand vous exécutez une fonction sur Postgres, il y a deux possibilités. Soit elle est exécutée avec les droits de l'utilisateur qui a lancé la fonction, soit elle est exécutée avec un des droits définis
pour la fonction. L'exemple type, c'est vous avez une fonction what qui doit faire des inserts dans une table de log. La table de log, elle va être sécurisée pour que pas tout le monde puisse l'y écrire. Donc, du coup, la fonction qui va permettre d'insérer dans la table de log, elle va être exécutée de telle manière que ce soit les bons droits qui soient utilisés. C'est-à-dire que ce n'est pas les droits du client, mais c'est la fonction elle-même qui a le droit d'écrire dans la table. Vous pouvez vraiment jouer à ce niveau-là, entre guillemets, en créant cette interface avec des fonctions pour limiter les accès derrière à des tables, même en écriture. C'est-à-dire que finalement, entre guillemets, le développeur, enfin, l'application du développeur pourra écrire dans la table, mais le développeur en tant que tel ne pourra pas. Ça permet de normaliser à minima les écritures, etc., avec ce genre de fonctions. Et donc, du coup, ils sont gérés par la base, administrés par la base. Et pour finir, si jamais vous créez des objets à proprement parler, c'est comme sur du système, c'est comme sur du Linux. Vous ne laissez pas les accès à tout et n'importe quoi à n'importe quel utilisateur. Donc, du coup, quand vous créez des objets, notamment, et même de la data de manière générale, il est important de pouvoir gérer les utilisateurs de confiance qui auront les accès à ces objets-là. Dernier point qui est un très bon exemple aussi de faille de sécurité, entre guillemets, qu'on ne voit pas forcément, enfin à laquelle on ne va pas forcément penser. C'est notamment qu'on va activer des fonctionnalités d'audit pour donc traquer les DDL. Finalement, l'inconvénient sur ce genre de situation, c'est que si on fait un alter role, on peut se retrouver avec le fait que le mot de passe soit en clair dans les logs. Ça peut sembler ahurissant, mais c'est normal. Pour une base de données, l'alter role est une commande classique. Donc, si on a demandé à la base de traquer, d'auditer ce type de fonction, automatiquement, la commande qui a été saisie sera visible dans les logs et donc le mot de passe peut apparaître en clair. Dans la logique EDB, bien entendu, vous avez une option, donc c'est celle qui est en jaune, qui vous permet de s'assurer que les mots de passe ne sont pas visibles directement, mais c'est un bon exemple de fonctionnalité où trop de sécurité, trop d'audit crée elle-même une faille de sécurité à un moment donné. Un autre sujet que l'on peut discuter, donc c'est chez Oracle, ça se rapproche des fameuses virtual private database, c'est donc tout ce qui va être lié au row level security. On peut bien entendu donc sécuriser une table qui a le droit de la lire, qui a le droit de l'exécuter, etc. Par contre, si on veut vraiment rentrer dans le détail et donc sécuriser une partie des données en fonction d'un besoin business, c'est pareil, c'est une fonctionnalité qu'on va pouvoir récupérer avec la base Advance. Donc la logique ici, c'est j'ai une table où j'ai un manager ou un commercial qui a un nombre de comptes. Donc j'ai une seule table pour tous les comptes. Par contre, ce que je veux, c'est que donc seul un manager ne voit que ses comptes et ne voit pas les comptes des autres managers. Donc du coup, voilà, c'est les 3 lignes de commande. Il n'y a pas besoin de faire plus. Là, l'idée de la dernière ligne, c'est bien de se dire que donc seul l'utilisateur courant pourra voir les lignes dans la table de compte telles que le manager est égal à son nom. Et à partir de là, tout est sécurisé. Les autres managers ne voient rien. Donc ça peut très bien fonctionner pour des besoins comme celui-là, pour des besoins sur des données personnelles ou autres. Et donc, pour aller plus loin, donc, comme vous le savez sans doute, EDB dans Fabras Advance gère une compatibilité Oracle. Et donc, notamment, on va retrouver tout ce qui est autour donc, de DBMS RL et donc la Virtual Database qui, pour rappel, donc, elle vous permet de créer aussi, un peu comme là, des politiques de sécurité pour contrôler l'accès aux données à un niveau row, donc c'est ce qu'on vient de voir là, et aussi à un niveau colonne. Donc ça, c'est ce qu'on apporte avec la base Advance notamment. Si j'ai quand même accès aux données pour X ou Y raison, l'un des autres exemples possibles, c'est l'obfuscation de la donnée. Donc ça fait pareil, c'est une fonctionnalité qu'on a dans la base Enterprise DB qui vous permet d'assurer cette fonctionnalité-là. Donc l'idée, c'est par exemple, donc là ils ont pris l'exemple d'un numéro de sécurité sociale qui est un bon exemple, ou un numéro de carte bancaire, etc. L'idée, c'est que vous allez gérer donc, des utilisateurs. Donc là, c'est au niveau utilisateur que vous allez le gérer pour savoir qui a le droit, au moment de faire un select sur la donnée, de voir au moins les données. Donc, vous pouvez masquer une partie de la donnée, vous pouvez générer de la donnée aléatoire. Vous avez différents niveaux de
de fonctionnalités disponibles ici que vous allez pouvoir profiter dans la base Advanced. Le sujet suivant, donc là, c'est par contre, on a eu accès aux données, quelqu'un a réussi finalement à accéder aux données, et on va se retrouver avec des fonctionnalités importantes, notamment au niveau de la RGPD, et c'est pour ça qu'on a notamment rajouté cette fonctionnalité-là, d'audit, donc de pouvoir vraiment traquer en détail toutes les activités qu'il y a eu sur la base, au niveau donc, des connexions, qui s'est connecté, combien de fois, en succès ou en erreur. Bien entendu, derrière, qui a accédé aux données. Donc, est-ce qu'il y a eu des modifications? Est-ce que c'est juste des exécutions de statements? Est-ce qu'il y a eu des rollbacks? Parce que c'est une manière pour les pirates de ne pas laisser de traces dans la base, c'est de faire des rollbacks. Et tout ça, on va être capable de le faire au niveau des sessions, ce qui permet vraiment d'être capable de traquer depuis l'application middleware, donc depuis votre front-end, qui potentiellement lui-même a géré l'authentification, les activités qui ont été exécutées dans la base. Donc, ça vous donne vraiment ce fil conducteur global, application, user, et donc IP, bon ça c'est facile, l'IP, pour savoir qui a requêté quoi dans la base. J'accélère un peu parce que je me rends compte que j'ai passé un peu trop de temps au début. Voilà. Dans la logique de DB, on a un ensemble de paramètres qui se rajoutent. Les LODI, donc vous pouvez le mettre soit en format de fichier XML, soit en format CSV, soit dans la base elle-même. Vous avez tout un ensemble d'options. Quelle est la taille? Parce que bien entendu, l'audit peut générer beaucoup de données. Mais l'idée, c'est qu'on a vraiment une finesse au niveau de qu'est-ce qu'on veut auditer. Donc, là, l'exemple que vous avez vers la fin du slide, c'est est-ce qu'on veut auditer les connexions et dans les statements, quel type de statement est-ce qu'on veut, voilà, les create view, les delete, voilà. On peut vraiment choisir ce qu'on veut filtrer. C'est une notion de pattern, entre guillemets, au niveau des statements. Et pour finir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dès lors qu'on active l'audit, toujours cette question, attention de ne pas avoir des passwords en clair. Et donc, c'est la fameuse option que vous voyez en bas, le redact password command. L'encryption, on en a parlé relativement rapidement au début. C'est vraiment quelque chose qui, de manière générale, est important et doit apparaître au niveau des différentes couches de votre sécurité. On a parlé de l'encryption du mot de passe, donc, notamment donc, avec le MD5 ou autre. L'encryption des données, c'est quelque chose qu'on peut faire avec différents outils, donc notamment l'obfuscation, mais pas seulement. L'encryption donc des passwords à travers le network, tout ce qui va être SSL, etc., tout ce qui va être au niveau des firewalls, et donc la SSL authentification, donc tout ce qui va être notamment connexion SSH. Encore une fois, c'est un sujet relativement vaste, hein, les différents types d'encryption qui peuvent être mis en place, etc. L'idée, c'est que tout ce qui va être SSL, etc., aujourd'hui, c'est supporté par Postgres, donc il ne faut pas se priver de s'en servir. Si vous utilisez Kerberos, comme je le disais, on peut mettre du SSL entre Kerberos et la base également. Donc, vraiment, sujet à prendre en compte. Mais dans ce cadre-là, il y a un sujet qui est souvent remis en avant, c'est l'encryption at rest au niveau des facilités, qui finalement est sans doute l'encryption l'une des plus simples, enfin, qui a le moins d'impact client, parce que du coup, c'est une encryption disque, donc transparente pour l'utilisateur, et qui permet, si vous faites voler justement les disques, ou du moins les datas sur le disque, de vous assurer de cette sécurité. Au ce niveau-là, EDB travaille aujourd'hui en partenariat avec Vormetric, qui assure donc ce qu'ils ont appelé le VTE, Vormetric Transparent Encryption, qui va donc permettre d'assurer au niveau fichier une encryption complète. Notamment, ils ont toutes les certifications qui vont bien. C'est vraiment leur cœur de métier de travailler à ce niveau-là, qui est donc compatible avec la base Postgres communautaire et avec la base Advanced DB. Pour assurer donc toute la gestion du contrôle d'accès, si on veut les connecter à d'autres systèmes, etc. Voilà, c'est un partenariat très fort à ce niveau-là qu'on a avec eux. Et donc, on avait fait un webcast en partenariat justement avec eux, donc avec le lien en bas. Vous aurez accès aux slides pour pouvoir le voir si jamais vous voulez rentrer vraiment dans ce sujet-là, autour donc de la TDE dans l'absolu, qu'on rappelait VTE dans leur contexte. Autre sujet, alors je vais aller relativement vite pour qu'on ait le temps pour les questions. SQL Injection Prevention. Donc, c'est très classiquement, hein, c'est le fait de pouvoir, via du SQL, pouvoir réussir à avoir accès à certaines informations
sensible. Donc là, le petit exemple, c'est que, enfin le petit dessin, je ne vais pas le repasser en détail, mais c'est que juste avec une requête SQL, ils ont réussi à récupérer le nom d'une personne dans la table. Donc en faisant des drops et autres, et enfin, en accédant avec un nom et derrière en faisant un drop directement dans la requête. Il y a un exemple, voilà, plus simple, je ne sais pas si c'est ça. Je vous le donnais comme exemple, c'est le cas où finalement vous vous connectez depuis une application, enfin un client peut se connecter via une application et donc il doit mettre son user password au niveau de l'application client. Et c'est la base de données qui par contre gère justement la vérification de son password. Donc c'est-à-dire que techniquement le développeur de l'application client a concaténé une requête SQL pour vérifier que le user est bien disponible dans la base de données, que donc la base va lui répondre oui ou non. Donc, il a codé en Java ou autre langage cette requête où il a concaténé le username et le password juste pour savoir que si ça renvoie un compte supérieur à 0, ça veut dire que le login est OK et que donc ça peut continuer. Supposons que dans le champ password, un pirate, bon, c'est un cas simple, mais c'est un très bon exemple, il est mis donc secret parce que c'est un mot de passe global, or 1 égale 1. 1 égale 1 va toujours répondre oui, enfin le or 1 égale 1 va faire que la requête SQL va toujours répondre oui. Donc le login OK va fonctionner. Donc à partir de là, en ayant mis donc secret 1 dans le password, la base de données, enfin l'application slash base de données va répondre que l'utilisateur a le droit d'accéder à ce qu'il souhaite au niveau de la base. Exemple très simple de ce que peut faire de l'injection SQL, mais encore une fois, c'est vraiment des cas qui ont déjà été vus, c'est des choses qui sont faites, quelle que soit la raison qui est derrière. Donc, sur ce cas ultra spécifique, hein, la logique, c'est bien de se dire qu'on ne doit pas faire de concaténation de champs SQL. On doit, dans ces cas-là, pour assurer, donc si on veut vraiment compter à la base de données l'administration des user passwords, on doit se baser plutôt sur des fonctionnalités donc, comme du Python ou autre, et surtout passer tout sous forme de paramètres. Il ne faut pas avoir cette notion de concat, etc., dans comme on pouvait le voir ici, hein, quand il y a le plus username plus, c'est bien juste qu'on a concaténé des chaînes de caractères entre elles. L'idée, c'est d'avoir plutôt recours voilà, à des exécutions et le paramètre est passé, donc c'est le %S notamment. Donc, on va passer les paramètres directement et ainsi éviter d'avoir, parce que là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que password, c'est égal à secrète, or 1 égale 1, mais comme une chaîne de caractères, donc la base de données n'en aurait strictement rien à faire. Et à partir de là, elle répondrait que l'utilisateur n'est pas valide. Donc voilà, c'est un exemple relativement simple de ce qui peut être fait en termes d'injection SQL. Mais derrière, ODB va rajouter des fonctionnalités propres donc à la base Advance. Donc, tout un ensemble de fonctionnalités, notamment donc, tout ce qui va être au niveau des commandes, parce que l'un des systèmes classiques utilisés, ça va être l'utilisation des DDL, des Data Definition Language, donc tout ce qui va être au niveau des drops, etc., pour créer des fonctions qui vont permettre d'accéder à d'autres ressources. Donc, c'est si vous laissez le droit de créer, par exemple, une fonction à n'importe quel user, à partir de là, il peut créer une fonction qui lui donne la possibilité de voir ce qui se passe dans d'autres tables. Donc, c'est relativement basique, mais on va se retrouver avec un ensemble de cas comme ça. Le 1 égale 1 que je vous ai cité, c'est pareil, c'est le champ de tautologies qui sont interdites. Alors, bien sûr, tout paramètre, tout se configure au niveau du SQL Context. Voilà, tout un ensemble de cas comme ça. Les deletes totales, donc ça c'est plus dans un aspect vol de données et après chantage, alors même si c'est un peu passé de mode en ce moment, mais c'était l'aspect où finalement on vidait vos bases de données et à partir de là on faisait du chantage pour récupérer vos données. Donc c'est interdit. Dès lors que vous passez au travers du SQL Protect, de base il ne va pas vous autoriser ce genre de fonctionnalité. Et pareil pour finir, tout ce qui va être les relations entre les tables. En fait, vous allez pouvoir gérer ces aspects-là pour éviter d'avoir des jointures que vous ne souhaiteriez pas entre différentes tables au niveau de la requête SQL qui est exécutée. Pardon, je pensais qu'il y avait un slide de plus à ce niveau-là. L'idée derrière, c'est qu'il y aura toute une notion, donc en partenariat avec l'audit qu'on a cité avant, mais vraiment au niveau du SQL Protect, de savoir qu'est-ce qui a été bloqué. Donc, il y a un mode passif, un mode apprentissage et un mode actif.
Dans tous les cas, il y a tout un système de log derrière qui vous dit s'il a rejeté quelque chose ou autre, quoi, comment, par qui a fait cette procédure-là. Donc voilà, c'est relativement complet, c'est des choses auxquelles vous ne penserez pas, et c'est surtout géré au niveau de la base. Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin d'implémenter, middleware, réseau ou autre. Tout est géré par la base, tout est configurable au niveau de la base, parce que finalement, notamment la dernière ligne, il n'y a qu'un DBA et qui sera capable de savoir qu'est-ce qu'il veut autoriser ou pas en termes de relation entre les tables différentes. Voilà, pour finir sur le sujet, on n'a pas spécialement de questions, ça devrait être relativement rapide, mais comme je vous le disais, il y a eu un webinaire qui a été fait en français en décembre de mémoire sur les autres aspects de sécurité, qui reprend certains des concepts qu'on a vus là, mais notamment sur l'encryption, etc., où ça va aller un peu plus loin. Là, les AAA, donc j'en ai parlé, mais c'est vraiment un modèle de base que nous, quand on fait intervenir notamment nos équipes PS sur des security assessments, c'est les premiers sujets qu'on va voir, qui sont donc soit sur du Postgres communautaire, soit sur de l'Advance, et notamment tout ce qui est audit. C'est vrai que la version Advance va vous permettre d'aller relativement plus vite sur le fond du sujet et beaucoup plus facile à configurer, notamment l'audit. Si vous pluguez ça de la base Advance avec notre outil de reporting, donc Postgres Enterprise Manager, vous avez directement des outils pour visualiser vos fonctions, pour configurer et visualiser vos outils, vos fonctionnalités au niveau de l'audit. Mais derrière, vous devrez avoir, donc, encore une fois, vous allez avoir les slides, différents guides beaucoup plus détaillés sur la gestion des profils, notamment sur donc, toutes les pratiques que j'ai citées. J'en ai cité quelques-unes, mais on peut aller beaucoup plus en profondeur à ces différents niveaux de fonctionnalité en termes de sécurité. Voilà. Alors, en termes de questions, on n'en a pas beaucoup. La première question qui était… Oui. Voilà. C'est bien, comme ça on est quand même bien dans les temps, il est 57. Alors, la sécurité des dépôts, je pense que vous parlez des dépôts de Postgres et de DB. Je n'ai pas forcément d'infos à ce niveau-là. Au pire, on pourrait revenir vers vous si vous le souhaitez. L'idée, c'est que généralement, les grandes entreprises ne mettent pas d'accès direct au repo. Ils ont leur repo local et ils font un clone du repo pour justement mesurer les potentiels, pour qu'il n'y ait pas de faille de sécurité d'accéder directement au repo communautaire. Il faut juste savoir que le repo communautaire est géré par une personne, j'oublie son nom parce qu'il n'est pas simple, mais qui est un employé EDB, et donc aujourd'hui, c'est la même administration pour les deux repos. Donc en termes de sécurité, je ne pense pas qu'il y ait spécialement de soucis, mais si vraiment vous voulez rentrer à ce niveau-là de détail, on pourrait le voir. Là, c'est vrai qu'on était plus focus autour de la base de données. Et l'autre question, c'est plutôt équivalent à un OLS. Alors, je ne sais pas de qu'est-ce qui est équivalent à OLS. Si on parle de tout ce qui était Row Level Security. Oui, Mathieu va te répondre, c'est Oui, ça. voilà. Oui. Après, dans TBMS, pour moi, ça s'appelle RLS quand même. Après, la fonctionnalité s'appelle OLS, mais le nom du DBMS, pour moi, c'est RLS, pour Row Level Security, justement. Mais la fonctionnalité, on va dire en termes de catalogue Oracle, oui, je ne connais pas forcément leur nom, mais c'est possible que ça ne s'appelle pas RLS dans leur système. Mais la fonctionnalité, oui, c'est Row Level Security, ça, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous souhaiteriez que nous puissions répondre avant la fin de ce webinaire? C'est extrêmement calme aujourd'hui. Très bien. Écoutez, on ne va pas vous faire patienter plus longtemps. En tout cas, nous vous remercions de votre présence. Nous vous remercions effectivement pour tout l'intérêt que vous portez aux solutions EDB. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, que ce soit effectivement directement par rapport aux interlocuteurs qui ont pu, Thomas ou moi-même, qui ont pu effectivement animer ce webinaire au travers de notre site web. Nous nous tenons à votre disposition pour toute question relative aux solutions et aux produits EDB. Voilà. Nous vous remercions, nous vous souhaitons une très très bonne journée et au plaisir de vous compter parmi nous de nouveau sur les prochains webinaires EDB. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, au revoir.